Bonjour Olivier, bienvenue dans Le Labo, donc le premier podcast qui met en évidence les talents et les histoires merveilleuses en province de Luxembourg. Bienvenue à toi. Alors pour commencer, pour nos auditeurs, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Bonjour Mélissa, je m'appelle Olivier Wérich, j'ai 53 ans, j'ai deux grands-enfants de 22 et 24 ans. Je vis à Neuchâteau depuis toujours, même si ça ne m'empêche pas de voyager à travers le monde grâce à mon métier. Et j'exerce le métier d'éditeur depuis très longtemps. C'est ça. Alors qu'est-ce qui t'a poussé justement dans le milieu de l'édition? C'est quand même une activité assez spécifique, assez particulière. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce secteur-là? Eh bien, il faut croire que j'avais ce virus depuis très longtemps, parce que j'ai commencé à griffonner très tôt, petit journal de la ferme, quand je vivais chez mes parents qui étaient Petit agriculteurs. journal de la ferme? Oui, Ah, oui. mais dis-nous en J'avais plus. des petits C'était quoi ce cahiers, journal? comme ça. J'écrivais tout ça au bic, plein de fautes d'orthographe. Et j'en faisais 2 exemplaires et puis ça circulait dans la maison. Donc C'était dans la amusant. maison familiale. Oui, tout Tu à avais fait. écrit le petit journal de Oui, la le ferme, petit journal de la ferme. qui racontait ce qui se passait dans Oui, tout l'activité simplement. de Oui. la Mais ferme. ça montre que longtemps après, Ah, excellent. on se dit, mais des chats, c'était déjà là. Et puis, vers l'âge de 16 ans, j'ai lancé un journal local à Longlier, qui s'est développé petit à petit, mais même presque, on va dire, très vite dans les communes voisinantes. Le château, l'église, Vaux-sur-Sûre. Comment s'appelait-il? Ça s'appelait l'Info de l'Ardenne centrale. C'était relativement bien lu, même très bien lu. Et je pense que c'est vraiment avec cette expérience que j'ai appris le métier d'éditeur. Parce que ma formation, elle est liée au métier de l'industrie graphique. Donc ça va de l'imprimerie traditionnelle offset à la sérigraphie, en passant par les techniques de mise en page, autocomposition, Macintosh, etc. C'est vraiment l'arrivée de Macintosh au moment où je quittais l'école. Et c'était où alors la formation que tu avais suivie? Enfin, À l'IATA à Namur, qui est une école, faut répéter pour apprendre le métier de l'industrie graphique. J'y ai pris évidemment goût, mais je n'ai pas une formation en romane ou en littérature. Et donc c'est par mon métier d'éditeur, gestionnaire d'un journal local que j'ai appris à écrire, à raconter des histoires, à faire des titres, parce que ça c'est très important, savoir faire des titres. bien sûr. Et c'est comme ça que je suis arrivé au métier de l'éditeur à proprement dit. Et en 2021, on prépare le lancement de la maison d'édition. En 2002, on lance notre premier livre. Et ça va être le début d'une série de près d'1 millier de titres. Là, on est à 700, un peu plus de 700 titres. Donc ça fait une vingtaine d'années maintenant. Voilà, on a passé le cap des 20 ans. On l'a fêté un peu difficilement, puisque ça a été l'année du Covid. Et puis l'année qui a suivi le Covid, en mars 2021, c'était l'incendie. Oui, bien sûr. Ah, Dont donc, on reparlera peut-être voilà. juste après. Quel a été le premier livre que tu as publié, tu t'en souviens? Ou un Ah des oui, premiers livres? tout à fait. C'est Aux sources de l'instant, avec Cécile Bolly et le docteur Van Allowen. C'est un livre destiné aux médecins généralistes pour avoir une approche, un outil d'accompagnement des patients en soins palliatifs. D'accord. Et donc, ça m'a vraiment éveillé à toute la problématique des soins palliatifs, qui se mettait en place à l'époque dans une dynamique qui venait de méthodes et d'approches qui avaient été développées au Québec, si j'ai bonne souvenance. Et quelles sont, on peut dire, tes spécificités d'éditeur? Est-ce que tu as des types de livres que tu publies plus que d'autres? Ou est-ce que oui, tes spécificités ont évolué au fil du temps? Comment est-ce qu'on pourrait te caractériser en tant qu'éditeur? Alors, je pense qu'on nous a identifiés très tôt comme éditeurs. À partir du moment où on a fait du beau livre illustré, donc ces couvertures cartonnées consacrées à des thématiques qui vont du patrimoine à l'environnement, à la forêt, etc. Et très très tôt, d'emblée, on a fait des bouquins consacrés à la forêt, à l'Ardenne, ce qui a évidemment, je dirais, attiré un public de lecteurs assez fidèles Oui, et une appropriation identitaire assez forte chez nous. Et on est devenu un peu un porte-drapeau de l'Ardenne, puisque au milieu de toutes les organisations qui en font la promotion, etc., pouvoir faire un produit de haute qualité comme celui-là qui voyage bien au-delà de la province de Luxembourg, c'est fort appréciable. Et on est devenu un peu comme ça, sans l'avoir décidé, faire de lance en termes de promotion et de mise en avant d'une région
à forte qualité, bien-être, environnement super agréable. Et donc, ça nous a amené à mettre en œuvre des publications où il faut beaucoup de soins, de précautions. Et visiblement, on a bon goût puisque ça a fonctionné. C'est ça. On a fait des produits. Je dis des produits parce que j'ai pris cette habitude parce que le livre, pour moi, est un objet qui est soumis aujourd'hui aux contraintes du marché, à la publicité, à la communication, etc. Fut un temps, un livre, c'était un objet au sens sacré du terme, on ne pouvait pas appeler ça un produit. Et dans le monde dans lequel on est, le livre est soumis à cette dynamique-là, très commerciale, sur laquelle il faut faire beaucoup de communication. Et donc, on s'est lancé dans une gamme de livres illustrés, très typés. À l'époque, j'avais décidé de faire un format pratique 25-21 parce qu'il était économique en termes d'envoi à la poste, parce qu'il était pratique à transporter, parce qu'il n'était pas lourd. Vous savez, à cette époque-là, on faisait des grands livres très épais, 3 kilos, qu'il fallait mettre sur la table pour les livres. Je trouvais ça embêtant et je trouvais qu'il fallait faire un format qui était plus sympathique à lire au fauteuil. Et le pragmatisme l'a emporté, parce que cette collection, outre le fait qu'elle était imitée, parce qu'à l'époque on me disait « Ah, tu fais du livre de poche illustré, toi !» Oui, c'est ça. Et cette collection s'est imposée, elle est devenue vraiment notre signature. Et puis derrière, on a développé toute une série d'autres collections, dont la très belle collection Plume du Coq, qui est une collection littéraire, qui a régulièrement des très beaux prix, dont elle a décroché le prix Rossel en 2020. Hein. Et puis on a lancé collection roman policier Noir Corbeau, qui a une belle visibilité en librairie. Et puis en parallèle, d'autres projets se sont greffés, comme la collection La Traversée, qui est animée par Lire et Écrire Luxembourg, qui est vraiment une collection qui connaît un succès. C'est pas un succès de librairie, c'est un succès d'efficacité, parce qu'ils ont développé une méthodologie qui permet aux auteurs d'écrire des textes qui sont lisibles par des apprenants en lecture. Un adulte apprenant est quelqu'un qui a besoin de temps pour aller vers une lecture agréable. On a tendance à oublier que nous, gamins, il nous a fallu des années pour apprendre à lire. Ça commence gentiment par la première primaire, et ainsi de suite. Il faut du temps pour acquérir les codes de lecture, les codes d'écriture, etc. Pour un adulte, il doit faire ça plus rapidement. Et c'est une sacrée montagne. Hein. Nous, on l'a intégré petit à petit, à l'école, comme plein de choses. Donc on est dans un processus à intégrer. Quand on est adulte, il faut apprendre à écrire et à lire. C'est un sacré challenge. C'est une autre affaire. Alors pour poursuivre, il y a une question qu'on pose à l'ensemble des invités qui viennent ici dans le podcast Le Labo, c'est quels sont pour toi dans ton domaine, du coup, l'édition, les défis ou les enjeux actuels dans ton secteur? Alors on est dans un secteur qui est confronté à une crise profonde qui est liée à plusieurs facteurs. D'abord, la digitalisation. On entend par là la vente en ligne des produits, que ce soit sur Amazon, Internet, shop en ligne, etc. Et puis des produits papier qui sont transformés en produits lisibles sur tablette, etc. Et puis la technologie traditionnelle pour imprimer, qui était l'offset, a maintenant des outils digitaux qui permettent de produire des livres en petite quantité, alors qu'avant il fallait le faire en grande quantité, donc c'est une approche différente. Ça bouscule les imprimeurs, ça bouscule tout le réseau de vente de librairies. Et puis, il y a ce problème parce que le livre est dans un secteur qui est traditionnel, et donc transformer un secteur qui a pris des habitudes pendant des décennies, c'est très très difficile. Et aujourd'hui, il est confronté à devoir se remettre en question, contraint, forcé, parce qu'il y a eu l'augmentation des coûts de papier qui était phénoménale. Hein. Le papier est passé du simple au double, hein, augmenté de 50%, c'est quand même pas rien. Une tonne de papier passée de 800 € la tonne à 1600 €, faites le compte. Le prix du livre, il n'a pas flambé de la même manière. Et donc on est dans un secteur qui a besoin de se réinventer, de repenser sa façon de fonctionner, pas nécessairement réinventer des bouquins, des formules, des produits, même s'il faut être créatif, comme on l'a fait avec les MOOC par exemple. Hein. Ces MOOC, c'est publications qui sont ni un livre ni un magazine, mais les deux à la fois. Et il faut absolument repenser tout le process. Et on ne peut plus être un auteur dans son coin, l'éditeur dans l'autre, le libraire à l'autre bout. Il faut repenser le mode de fonctionnement de la fabrication des livres,
leur diffusion et leur utilisation aussi. Alors, en province de Luxembourg, y a-t-il des choses qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'améliorer, pour pouvoir soutenir ce secteur particulier? Quelles seraient tes Alors, suggestions, tes idées? moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour rapprocher le réseau librairie avec les bibliothèques. Ce qui n'est pas si simple, hein, comme ça. Parce qu'on a plein d'a priori. D'abord, un libraire, c'est avant tout un commerçant, quoi qu'il se défende, de l'être. Enfin, pas d'être commerçant, mais de faire du commerce. Ils font beaucoup de conseils et de l'accompagnement. Avant, ce qui était une exclusivité, puisque c'était eux qui recommandaient, et ils allaient à la source chercher les bouquins. Aujourd'hui, ils ont plein de concurrence. Sur Internet, on a facile d'avoir une recommandation sur un livre, on a facile de commander un livre. Et donc, ils sont, eux, par exemple, avec la digitalisation, l'arrivée d'Internet, trouvés avec une concurrence énorme avec eux, en face d'eux, et donc qui leur a retiré un peu leur force. Et à côté de ça, on a les bibliothèques qui ont du temps, qui ont de l'espace, qui peuvent organiser des rencontres, etc. Et donc, Qui peuvent un peu animer? voilà, qui peuvent faire de l'animation, ce qui n'est pas toujours le cas des possibilités de tous les libraires, Bien parce sûr. qu'il faut une certaine taille pour avoir cette capacité-là. Je pense qu'il faudrait pouvoir les rapprocher. De quelle manière? Ben, je crois qu'il faut y réfléchir et explorer des pistes. Mais pour moi, ce serait vraiment quelque chose à faire. Sans doute sans trop d'investissement, c'est plus mettre des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, même s'ils se côtoient, qui n'ont pas la même approche en général. Je pense que les pouvoirs publics ont quelque chose à faire à ce niveau, pour être acteurs de cette collaboration nouvelle. Bonne suggestion. Merci. Alors, pour poursuivre, on aurait voulu savoir quelle est la journée type d'Olivier Weyrich. Oh là! Comment ça se passe, une journée d'éditeur? Ah bah écoutez, moi c'est 5h30 debout. Je me lève gentiment pour me mettre en route et je m'accorde, depuis toutes les difficultés que j'ai rencontrées à la suite de l'incendie, etc., je m'accorde 1 heure ou deux le matin pour démarrer ma journée gentiment en prenant soin de moi d'abord. Un petit déjeuner et puis, oups, au boulot. Et C'est donc, parti. je rejoins le bureau et l'imprimerie maintenant et je Bureau mets en qui est route. situé? Aujourd'hui à Bastogne, hein, depuis un mois, on a déménagé de Neuchâtel à Bastogne, puisqu'on a rejoint l'imprimerie Schmitt et Goufflot, où on a mis les deux équipes une à côté de l'autre pour travailler ensemble à la relance de l'imprimerie, à la relance de la maison d'édition. Donc tout est centralisé là-bas maintenant? Exactement, Il n'y a plus de bureau à Neuchâtel? Non, il n'y a plus que le stock de livres et l'équipe commerciale. La maison d'édition s'est installée dans les murs de l'imprimerie Schmitt et Goufflot. Et donc vous êtes combien de personnes maintenant? Les deux équipes mises à côté de l'autre, on a une quinzaine de personnes. 15 personnes. Oui, oui, c'est déjà pas Belle, mal. Hein. belle boîte. Voilà, et donc il y a un atelier maintenant offset et un atelier digital. Et donc on a la capacité de produire nos livres sur place, une bonne partie en tous les cas, ce qui va nous permettre de rendre notre catalogue le plus disponible possible, puisque depuis l'incendie, on est privé d'une bonne partie de nos titres. Et tu sais nous expliquer un peu plus en détail alors ces deux systèmes d'imprimerie que tu viens de citer? Le principe de la technique offset, c'est l'impression, on va dire, en rotative, dans le sens où ça fonctionne avec des cylindres. C'est une technique où on imprime avec le principe chimique de répulsion de l'huile et de l'eau. Donc l'encre, on va dire qu'il y a de l'huile et de l'eau, elle ne se mélange pas, donc elle se repousse. Et donc, on va dire que les encres se mettent dans les espaces qui sont à être reproduites. Donc la lettre A, elle va être remplie d'encre, tandis que tout le reste va être rempli d'eau. Oui. On va ramener ça comme ça. Hein. Et tout ça se fait sur une plaque aluminium extrêmement fine. Et donc ça permet d'imprimer des grosses quantités, d'imprimer très vite. Ce qui est très économique pour faire des gros volumes. Par contre, quand on veut faire de petits tirages, soit des brochures, soit des livres, la solution digitale qui existe maintenant permet de faire très vite une brochure qui, sur une feuille blanche, d'un côté de la machine, va ressortir brochée, donc agrafée, coupée, à l'autre bout de la presse digitale, que ce soit en 10 exemplaires, en 50 ou en 150 par exemple. Ça veut dire que l'ensemble des livres que tu édites sont maintenant sont imprimés chez toi? Ils vont l'être, tous, sauf les livres cartonnés. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une technologie suffisante pour le faire, ça reste encore quelque chose de difficilement accessible, les livres cartonnés en digital. Je pense que dans les années ou dans la décennie qui arrive, ce sera faisable. Oui. Donc c'est vraiment du livre édité made in province de Luxembourg. Ah oui, on peut dire ça maintenant. Oui, magnifique, oui. Exactement. Pour l'ensemble. Oui, oui. Et donc par contre, tu nous expliquais juste avant, mais c'était trop intéressant de savoir un peu, en tout cas d'imaginer comment se situe ta boîte à Bastogne. Mais comment, pour la suite de ta journée type, donc tu arrives au bureau avec les équipes, tu vois,
Et Voilà. alors, comment se passe la journée au travail? Alors moi, je donne beaucoup d'autonomie à mes collaborateurs, c'est-à-dire qu'on travaille sur base de projets et de travaux, et donc quand tout le monde arrive au bureau, je ne suis pas au-dessus de leur épaule en train de dire «Ah, il faut faire ça, il faut se dépêcher, etc.» Et quelles sont les fonctions alors dans l'équipe? Alors, il y a beaucoup de fonctions. Il y a des fonctions qui sont liées à l'activité purement éditoriale, c'est-à-dire traitement des textes, accompagnement des auteurs, mise au point de la publication, les titres, les corrections, etc. Et puis, il y a tout la mise en page, la création des couvertures, etc. Donc, c'est un travail plus graphique. Ce qu'on met globalement dans ce qu'on appelle le pré-presse, c'est préparer les documents avant qu'ils n'aillent en impression. Et puis, il y a les staffs techniques qui sont dans l'impression et dans la finition. C'est pas le tout d'imprimer, il faut assembler les couvertures, il faut brocher, il faut couper, etc. Et puis mise sous film. Il y a l'équipe commerciale qui est chargée d'aller en librairie, d'expédier les bouquins chez les particuliers, Oui. et les commandes qui tombent tous les jours. Et puis il y a l'équipe administrative qui est composée de gens qui font les devis, de gens qui font les factures, et puis le management, le secrétaire social de l'équipe. Et donc, au milieu de tout ça, il y a moi, qui suis passé au fil du temps par toutes les étapes, et J'imagine. voilà, qui s'est entouré de gens très compétents au fil des années. Est-ce que tu as une anecdote particulière que tu souhaiterais nous partager dans ta vie d'éditeur? Alors, je peux en raconter plein, donc la difficulté, c'est laquelle qui mérite d'y accorder un peu de temps. Mais je vais vous raconter celle qui m'a amené à aller au Congo, où je vais toujours, plusieurs fois par an, pour mon métier, pour conduire des projets éditoriaux, entre autres. Il y a de ça 17 ans, je pense, quelques années avant les 50 ans de l'indépendance du Congo. Philippe Vivekens, qui est le patron du Petit Futé, dit à un de ses amis, Alain Huard, qui travaille comme coopérant dans le domaine de l'agriculture au Congo, et qui lui dit, mais tu veux publier un bouquin, il faut le faire avec Olivier Weyrich, c'est un jeune éditeur qui fait des belles choses. Je rencontre Alain Huard à Bruxelles, il me présente son travail photographique, je cause avec lui, puis je me rends compte qu'il a une connaissance du Congo fabuleuse. Et je dis, mais faire un livre de photos, c'est sympathique, mais il nous faut plus de contenu, il faut un texte. Et est-ce que tu peux nous faire un bouquin qui soit un livre sur le Congo contemporain? On était à la veille des 50 ans de l'indépendance, mais je vous dis ça à la veille, c'était 2 ans avant. Ouais. Je me documente et je m'aperçois qu'il y a énormément de bouquins sur l'histoire coloniale, post-coloniale, etc., mais pas grand-chose sur le Congo contemporain. Oui. Et c'est comme ça que je lui dis, je le convainc, et c'est le début d'une collaboration, c'est le début d'une collection qui va m'amener à aller au Congo au début 1 ou 2 fois par an, et pour finir, y aller depuis maintenant 17 ans. Donc voilà, je suis allé 30-40 fois, je crois. Et donc, 30-40 fois. Voilà. Et aujourd'hui, on développe un projet qui s'appelle SOS Planète Congo, qui vise à sensibiliser, en tous les cas éveiller les jeunes à la problématique de la protection de la forêt tropicale. Voilà. Et donc, on s'est parti d'un livre illustré pour devenir ce qu'on pourrait appeler des manuels scolaires. Comme ça, on se rend compte un peu de ce que c'est en termes de structure, de documents, et qui est décliné donc en français, en swahili, en chiluba, en kikongo, et puis encore, je ne sais plus, en plusieurs langues locales. Donc c'était assez amusant. Donc, Olivier Weyrich, passion pour l'édition et passion pour le Congo. Oui, parce qu'au fil Si je du peux temps, je résumer me suis comme ça. attaché à ce pays, à ces gens qui sont accueillants. Enfin, c'est une autre planète, hein, le Congo. Ok. Alors, pour poursuivre, moi j'aurais bien voulu également venir plus spécifiquement aussi sur justement ton travail d'éditeur. C'est quand même un rôle particulier, enfin, comme je le disais en début d'entretien, c'est quand même une activité assez spécifique et assez peu commun. C'est assez peu commun. Et donc, est-ce que tu fais partie des éditeurs, des rares éditeurs belges maintenant sur la scène du monde de l'édition? Il y a un certain nombre d'éditeurs en Belgique, et les plus connus sont les éditeurs de bande dessinée, puisque Bien sûr. c'est le berceau de la bande dessinée, c'est en Belgique, hein, avec d'énormes succès. Ils sont nombreux. Et puis à côté de ça, il y a des maisons d'édition très connues en Belgique qui sont développées. Le métier d'éditeur, on peut le faire de façon discrète, dans des domaines très spécifiques, puisque une maison d'édition n'est pas l'autre, elle n'a pas la même structure, elle n'a pas la même dynamique. Et puis on peut faire des choses où on s'investit davantage dans la promotion de ses livres, ses auteurs, comme je l'ai fait, je crois que je l'ai fait naturellement, instinctivement. Et donc par exemple, en commençant
des collections avec des ouvrages sur la forêt et sur l'Ardenne, en étant au cœur de ce dispositif naturel qui est cette fabuleuse forêt, bah, ça nous a porté loin et j'étais un peu le facteur, le dénominateur commun de tous ces projets. Et donc fatalement, je me suis retrouvé en première ligne à défendre mes auteurs, mes bouquins, sans me rendre compte que j'allais commencer à faire de la communication et me rendre connu. Alors c'était pas un objectif ni une démarche. Et donc j'ai dû me familiariser avec les caméras, avec les radios, les plateaux télé, etc., qui au début sont un peu stressants, mais sans avoir décidé de dire, bah, tiens, on va développer la maison d'édition, on va avoir ce plan d'activité comme ça. Je me suis dit, il faut y aller, bon, on y va à fond. Et donc, fatalement, il y a des éditeurs qui empoignent davantage et portent plus leurs projets que d'autres. Et c'est comme ça que je l'ai fait. C'est sans doute pour cette raison qu'on est plus visible, sans doute. Oui, puis il y avait eu ce fameux article dans La Libre qui avait relayé les éditions Weyrich et Étoile Montante ou quelque chose comme ça dans le milieu d'édition. Moi, ça m'avait marqué. Je me suis dit, tiens, notre éditeur Made in Province de Luxembourg est en train un peu de gravir les échelons et en tout cas d'être reconnu à l'échelle nationale, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, je pense que ça tient à la qualité des publications, des sujets qu'on met en œuvre, du produit fini, parce qu'un livre, quand il est beau, il offre davantage de plaisir que simplement « Ah, j'ai lu un bon bouquin, il est passionnant ». Quand en plus, il est beau, qu'on est fier de le laisser traîner sur la table, le mettre dans sa bibliothèque, etc., ça veut dire qu'on y tient et qu'il a une valeur ajoutée. Je crois qu'on a eu ce talent de faire ça. Et puis on n'était pas enfermé dans notre Ardennes, on a bougé, Oui. on a travaillé sur une échelle un peu plus grande, on est allé au Congo, ce qui amène une dimension plus nationale. Et puis la Belgique francophone est petite, soyons objectifs. La Belgique est un confetti sur l'échelle mondiale, alors la Wallonie, la partie francophone, c'est un demi-confetti. Donc, à côté de la France, donc je pense que... Cette période de carnaval, l'image est bonne. Voilà, et donc je pense que l'échelle sur laquelle on travaille n'est presque pas suffisante pour un éditeur qui a envie de grandir. Alors Olivier, tu as évoqué à plusieurs reprises cette affaire d'incendie que tu as connue. Est-ce que tu souhaites nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Très rapidement, parce que c'était un boulet pour moi, cet événement dramatique. La nuit du solstice du printemps, à 3 h du matin, on me réveille pour me dire qu'il y a le feu au stock et qu'il faut venir. Et donc j'arrive, c'est le brasier total qui emportera tout notre stock de livres, mais qui n'atteindra pas les bureaux. C'est une chance pour nous, sinon l'activité aurait été totalement à l'arrêt. Et donc on a l'entièreté de notre stock, enfin je dis l'entièreté de notre stock, celui qui est en librairie, fatalement n'a pas brûlé, mais celui qui était là, à l'onglet à côté du bureau, a brûlé. Et ça a impacté très fort la vie de l'entreprise. Ça m'a entraîné dans de lourdes difficultés, parce que se faire entièrement indemniser par les compagnies d'assurance, c'est pas une mince affaire. On a un métier très spécifique. Et donc, si on avait été boulanger ou garagiste, un métier plus standard, on va dire, c'est comparé à des normes, etc. Tandis que dans ce métier qui est rare, comme l'édition, il faut que les opérateurs intègrent notre métier, le comprennent, intègrent notre façon de fonctionner. Et puis, au terme de tout ça, régler la question des indemnités qui passent par les négociations, par les rapports de force, par les travaux d'expertise. Et donc, 3 ans après, on est toujours avec cette galère. Alors, notre dernière question, qui est notre question bonus qu'on pose à chaque interviewé, quelle serait pour toi une suggestion de personnes qu'on pourrait inviter dans un prochain épisode du Labo? Alors, il y en a plein, hein. Tous les auteurs que je ne vais pas citer vont être jaloux, donc je vais faire un seul heureux. Moi, je vous suggère d'inviter Bernard Capras, qui est l'ancien gouverneur de la province de Luxembourg, qui est auteur chez nous, qui va publier son troisième volume, mais qui a plein de choses à raconter sur les luxembourgeoises et les luxembourgeoises. Et maintenant qu'il a pris un peu de recul, de hauteur, je pense qu'il a plein de choses à partager. Merci beaucoup Olivier d'avoir pris part à l'expérience du Labo. On te souhaite bien entendu une bonne continuation et on te dit à bientôt. Merci Mélissa, à bientôt.